alors que la Russie, on l'aura compris, a mené des dizaines de frappes aériennes. C'est ce qu'elle a annoncé ce matin. Elle appelle également tous les militaires ukrainiens à déposer les armes. Annonce faite par le biais du ministère russe de la Défense. Ne tentez pas le destin, prenez la seule décision correcte, celle de cesser les opérations militaires et déposer les armes. Et il promet également en outre la vie sauve aux combattants ukrainiens de Mariupol, occupant encore son site industriel d'Astoval, s'ils se rendaient à partir de midi. Est-ce que c'est crédible, Gilles Montré? On est comme depuis le début de la guerre dans une guerre aussi de communication, hein. Les Russes communiquent en disant rendez les armes, voilà, nous vous épargnerons, on est tout au bout du conflit, tout au bout du combat sur Mariupol, l'air de dire nous avons déjà gagné, alors qu'on a entendu tout à l'heure le maire adjoint de Mariupol, hein, Andriïchenko, dire au contraire pas du tout, les Russes n'occupent que deux parties de la ville. La réalité, elle est probablement, comme toujours, entre les deux, sur le terrain, difficile à lire, nous, de notre côté. Mais on voit bien que le moral est très important. Les Russes cherchent à saper le moral des Ukrainiens, alors qu'au contraire, ce moral a été revivifié par, d'une part, le retrait russe depuis 15 jours de l'ouest du pays, et puis par la résistance ukrainienne qui donne, voilà, qui permet aux Ukrainiens de résister. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé dans une deuxième phase de ce conflit, qui est maintenant d'une guerre encore plus violente et qui surtout va s'inscrire dans une très longue durée. Dans la première phase du conflit, on pouvait encore penser que peut-être il y avait une guerre de position qui était assez rapide du côté des Russes, il y avait des négociations en parallèle. Peut-être, on a cru à un moment, il y a 15 jours, Oui. que peut-être il y aurait une issue négociée. Là, ça s'est complètement sorti de la table, confirmé par les deux parties. Les Américains pensent que le conflit va durer jusqu'à peut-être 2023. Les Européens et les Américains, les Occidentaux sont maintenant en soutien purement militaire. Hein, on a vu que les sanctions arrivaient un peu à leur limite, donc on est en soutien militaire. Ce qu'il faut noter, c'est que ce sont quand même les Américains, de ce point de vue-là, qui ont pris le leadership. J'ai envie de dire, depuis peut-être la visite de Biden en Pologne. Ça a été très visible. On a vu Biden, il a été le premier à rencontrer les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ukrainiens. Ils ont été les premiers Américains à aussi se retirer un peu aussi de la négociation. Ils avaient envoyé des signaux, le conseiller à la sécurité nationale avait fait des déplacements, on avait eu des espoirs. C'est les premiers à avoir dit non, et quand Biden a dit c'est un boucher, on a compris qu'en fait ils ne croyaient plus à la négociation. Ils ont fait leur dernier paquet d'armes qui sont en train d'arriver en Ukraine, qui passent un cran, c'est ce qu'ont dit les Russes, hein. Ce sont maintenant pas simplement des armes défensives, ce sont des armes vraiment offensives. Et puis aujourd'hui, ils convoquent cette réunion des Occidentaux. Enfin, c'est Biden qui convoque. Hein. On dit Biden et des dirigeants occidentaux se réuniront. Donc on a envie de dire où est passée l'Europe. De cette réunion qui aura lieu à la mi-journée en visioconférence après le début de l'offensive russe à l'est du pays. Nadia Bernard-Kovalchuk, qu'est-ce que vous dites ce matin face à l'appel de la Russie qui demande aux Ukrainiens de déposer les armes ? Alors oui, effectivement, pour nous, on le vit de façon, comment dire, c'est assez... quand on voit comment les défenseurs de Mariupol, ils tiennent la ville, ils continuent le combat, tandis que la ville est presque détruite. Depuis seulement quelques jours qu'on a détruit le vaisseau Moskva, qui a quand même énormément contribué à la mobilisation et à notre morale et à notre croyance en victoire, parce qu'il s'agissait d'une opération extrêmement compliquée qui était menée en conjoncture avec plusieurs forces, aussi bien sur terre qu'aériennes. Donc nous savons que maintenant nous sommes capables de faire et d'effectuer les opérations militaires extrêmement compliquées, et les appels de ce genre de déposer les armes, franchement, ils ne sont considérés qu'avec un mur, et il est clair que personne n'y cédera. Et c'est ce qu'a dit le maire adjoint de Mariupol sur LCI. Il estime que les combattants ukrainiens de Mariupol sont là pour défendre leur sol. Écoutez-le. Nos combattants défendent notre sol, notre patrie, ils défendent l'Ukraine. Et évidemment que ces choses sont insensées pour les Russes, car ils n'ont pas de conscience et d'intégrité, d'honnêteté. Ils ne peuvent pas comprendre ce que défendent nos militaires quand ils défendent les valeurs de la démocratie et de la liberté.
les valeurs européennes. Les Russes ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas ces mots. C'est pour ça qu'ils disent que notre résistance est insensée. Les Ukrainiens sont-ils en mesure de riposter, général? Ça dépend de ce que vous appelez riposter. Ils sont en mesure de se défendre, mais par exemple, ils n'ont pas suffisamment de chars pour mener des contre-attaques coordonnées contre les colonnes russes. Ils ne peuvent, ils n'en ont pas encore assez. Même si les Américains et les Anglais leur en ont envoyé, et j'espère que c'est par la Roumanie, parce que à ce moment-là, c'est beaucoup plus court, parce que si c'est par la Pologne, c'est 1000 km au point de vue logistique, alors que les Russes ont simplement, eux, 100 km au point de vue logistique. Mais même 100 km, ils ont déjà des difficultés. Donc, pour l'instant, il faudrait que les Ukrainiens aient plus de chars pour mener des contre-attaques coordonnées. Selon un haut responsable américain du département de la Défense, la Russie, ça c'est du côté russe, a augmenté de 11 bataillons en une semaine sa présence militaire dans l'Est et dans le sud du pays, portant à 76 le nombre de bataillons au total. Est-ce que c'est suffisant? Pour une béotienne comme moi, ça, je me rends pas compte. Non, parce que, si vous voulez, je pense qu'en dehors de la garde nationale dont on a parlé, sont des policiers militaires qui ont pour but d'administrer les villes qui ont été prises par l'armée, ils disposent à peu près de 70 000 hommes, dont certains sont fatigués, et parmi ces 70 000 hommes, il y a à peu près 10 000 Spetsnaz et parachutistes, qui eux sont des forces d'actives très déterminées et très efficaces. Le reste, c'est à base de conscrits qui sont déjà fatigués. Et quand on mène une offensive contre des gens retranchés, il faut qu'on ait une supériorité de 3 à 5 en numérique, ce qui n'est pas le cas actuellement de l'armée russe dans le Donbass. Oui, on est plutôt dans un ratio de 2 contre 1 en fait aujourd'hui pour les Russes, et c'est vrai que oui, ils sont à environ 2 3. contre 1. C'est largement insuffisant. D'où ce déluge de feu que l'on voit depuis quelques heures, parce qu'il y a un usage massif de l'artillerie pour essayer justement de casser la résistance ukrainienne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces bombardements n'ont pas lieu uniquement sur le Donbass. Ce qu'on voit, ce sont bien toutes les parties de l'Ukraine qui sont visées, et notamment l'ouest de l'Ukraine, parce que c'est par là qu'arrivent les renforts, qu'arrivent les armes. On voit aussi des bombardements sur des lignes de chemin de fer. Tout ça, et le but de tout ça est de désorganiser, de couper les lignes logistiques qui viennent approvisionner l'armée russe qui se bat dans le Donbass. Parmi les localités, les villes tombées aux mains des Russes, Nivi nous le disait, la ville de Kremina qui comptait environ 18 000 habitants avant la guerre et qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kramatorsk, qui est la capitale du bassin houlier du Donbass. Et à Kramatorsk, on va retrouver notre envoyé spécial Michel Scott avec Frédéric Petit et Noélie Claire. Toute l'activité militaire, en fait, s'est intensifiée déjà depuis 2-3 jours. Mais là, l'offensive générale russe est officiellement lancée. En tout cas, c'est les Ukrainiens qui le considèrent, vous l'avez entendu. On a vu ces dernières heures, effectivement, une accélération des attaques, mais en plusieurs points du Donbass même. Au nord, la ville de Roubijny, qui fait l'objet de combats intenses dans les rues, mais c'est aussi tout zones alentours, à commencer par l'agglomération industrielle de Sieverodonetsk, qui est sous les bombes. Et puis il y a l'Est, la ligne de démarcation avec les territoires séparatistes a été enfoncée du côté de Popasna. Et enfin, plus près de l'endroit où on se trouve, au nord-ouest, les troupes russes qui viennent d'Izium menacent de prendre un revers, d'encercler et de couper les arrières de l'armée ukrainienne. Alors il faut se rendre compte qu'on parle d'un territoire relativement petit, une poche d'un rayon de 50 km
kilomètres maximum, dont le centre politique et militaire est effectivement ici la ville de Kramatorsk. Cette dernière est évidemment un objectif essentiel pour les Russes et la crainte des habitants qui sont pris au piège avant même de voir les chars arriver, c'est que les attaques aériennes se multiplient au point de rendre mortelle toute tentative de fuite. La Russie qui annonce avoir frappé avoir mené des dizaines de frappes aériennes et de missiles dans l'est du pays, des centaines de cibles visées par l'artillerie de l'armée russe qui demande à tous les combattants ukrainiens de déposer les armes. Je voudrais qu'on s'arrête, qu'on parle du visage de celui qui est le chef de cette offensive russe. Il s'appelle Alexandre Dvornikov. C'est un homme qui a fait preuve par le passé de sa grande brutalité. Il a dirigé des opérations en Russie. Pourquoi Vladimir Poutine l'a-t-il choisi? Et en Syrie, les Américains... En Syrie, je veux dire, pas la Russie, je veux dire en Syrie. Les Américains l'ont même appelé le boucher, de Syrie. Parce que ce qu'on a vu en Syrie, ça a été des tapis de bombes sur les villes. Et c'était ce général russe qui était à la manœuvre pour venir en support des troupes de Bachar al-Assad. Et c'est vrai qu'à Alep, notamment, la ville a été en partie rasée. Ça a été extrêmement violent. Et c'est vrai que la semaine dernière, Vladimir Poutine lui a confié les clés du commandement de cette offensive en Ukraine, lui a donné pour mission de coordonner l'offensive. Et c'est vrai que vu ses états de service, vu ce qu'il a fait en Syrie, on s'attend à des bombardements en effet extrêmement violents sur l'Ukraine dans les prochains jours. Ça va être manifestement la stratégie russe pour tenter d'avancer, sachant qu'il manque certainement de troupes au sol, que le moral des troupes russes n'est pas au beau fixe. Ils ont besoin de casser complètement l'armée ukrainienne avec donc cette stratégie du carpet bombing, comme on l'appelle, des tapis de bombes qui pourraient s'abattre sur cette région du Donbass, à l'image de ce qui se passe à Mariupol depuis presque 2 mois. On voit bien, la ville est à 90% détruite. C'est peut-être aussi ce qui attend certaines de ces villes du Donbass. Oui, Mariupol, où les derniers résistants de la ville continuent de combattre face aux envahisseurs russes qui leur demandent d'arrêter, je cite, cette résistance insensée. Nous allons entendre en longueur le maire adjoint de Mariupol qui nous a accordé une interview sur LCI. Et on se demandera ce que peuvent faire les Occidentaux qui ont décidé de se retrouver à la mi-journée en visioconférence. À tout de suite.